Pour la deuxième partie de cette soirée, on va finir avec le module 7 qui sera sur les gestions des entrées des utilisateurs. C'est quoi, gestion des entrées utilisateurs. La notion de gestion des entrées utilisateurs, c'est juste de comprendre que, voilà, il faut des entrées. Ça veut dire quoi? Les utilisateurs introduisent des choses. Quand tu arrives sur, par exemple, sur le site de Netflactor, tu déposes ton email, tu déposes ton mot de passe. Quand tu arrives sur Facebook, tu dois introduire, par exemple, ton nom et tout ce qui va avec. Alors, comment on gère ces entrées sur, donc, dans une application Flutter? C'est justement ça ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, justement, de notre cours de ce soir. Alors, parlons maintenant de gestion des entrées utilisateurs. Imaginez que votre application, votre application, il n'y a pas d'imagination à faire. Bon, presque toutes les applications aujourd'hui demandent que l'utilisateur introduise quelque chose. Donc, au moins quelque chose doit être introduit dans l'application, que ce soit le nom, que ce soit des mails, que ce soit les choix de quelque chose et tout. Bref, quelqu'un doit introduire quand même quelque chose dans ton application. C'est pour cela qu'on parle de gestion des entrées utilisateurs. Ici, on va créer une seule interface qui va faire tous ces machins ici, je pense, oui. Et donc, ça va nous aider à avancer plus rapidement et ça va être synchronisé. Commençons par les boutons. Bon, ici, c'est juste parler des boutons, en fait. Il y a plusieurs types de boutons et je ne vais pas entrer à détail de chacun d'eux. Vous devez juste comprendre que voilà, il y a les boutons selon les matériaux design. Il y a des boutons qu'on peut faire pour ceci, il y a des boutons qu'on peut faire pour cela. Donc, c'est très, très important de noter cela. Donc, le material design, c'est une norme, s'il faut dire comme ça, bien c'est une réglementation du niveau international de design écrite par Google, qui est justement responsable du système Android, qui est justement l'un des systèmes les plus utilisés au monde. Alors, ils ont écrit une manière de faire le design et il y a des boutons qui sont déjà donnés. C'est ça, ces boutons-là qui sont utilisés presque sur toutes ces applications, ces appareils et même d'autres sites web aussi utilisent le même design, le Material 3. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas voler ça et puis se dire, OK, je vais créer mon propre truc et tout. Non. Donc, prenez le temps de comprendre ça calmement. Ce sont des boutons. Donc, il y a plusieurs types de boutons. Comme je dis, je n'ai pas besoin de vous créer juste des boutons ici pour que vous voyez des boutons. Mais il y a les event button, il y a les field button, chacun avec leurs différentes choses ici. Il y a les icon button, il y a les text button. Souvent, quand vous voulez créer des choses comme mot de passe oublié, voire plus, quand vous voulez même mettre annuler le bouton annuler des fois, on peut utiliser les outlines, on peut utiliser des fois les texte bottom juste. Quand vous voulez faire juste un texte bottom des fois. Donc, on a donné les types, donc les boutons comme valider et tout seront à il est wanted et les boutons euh, annuler et tout seront sur outline. Revenons maintenant dans les codes pour écrire ça. On va mettre tous ces machins ici en commentaire. Alors, pour le faire simple, ici maintenant, j'avais créé ceci, ok? Je vais mettre ce scaffold ici ailleurs, parce que je ne vais pas supprimer tous ces codes. Vraiment, ici, on va faire, ici maintenant sur VS Code, c'est bien, c'est quoi? Je peux cliquer sur cette ampoule ici, puis je vais faire ceci. Je vais faire que je puisse l'extraire dans un nouveau widget. Ici, je veux juste donner son nom qu'on avait fait avant, c'était layout and, layout and responsive design. C'est là où on a testé ça. Automatiquement, ça va me créer une classe. Vous voyez, cette classe, ça passe déjà à paramètres certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça passe ces variables qui sont ici en paramètres. Vous voyez un peu? C'est ça la beauté avec les machins de trucs ici qui est cool. Mais maintenant, pour que je ne puisse pas les passer en paramètres, parce que je ne vais pas, je vais pas utiliser tous ces machins ici dans mon écran qui est maintenant actuellement, je vais juste les amener ici dans les builds d'ici, puis je vais supprimer toutes ces variables à paramètres. Mais comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'on a appris à Dart qui nous rejoint ici. Passer à paramètres, blablabla, blablabla.
Alors, je vais maintenant créer mon autre scaffold où on va maintenant faire notre forme ici qu'on va utiliser maintenant pour prendre le détail de l'utilisateur. Je reviens encore sur un écran blanc parce que c'est du scaffold. Donc, c'est juste ce qui est blanc ici. Tout ceci, c'est des scaffolds justement. Alors, dans les scaffolds ici, je vais mettre app bar. Je vais dire, je vais juste copier-coller pour avancer rapidement. Je vais copier ceci, puis je vais mettre ça ici. Et je vais dire que le texte a changé ici. C'est gestion des entrées utilisateurs. Alors là, on a notre nouvelle truc. Je vais faire que ça puisse avoir peut-être un autre blue. Bon, dans tous les cas, c'est presque la même chose, il faut dire comme ça. Bon, change juste un peu. Donc là, on a notre gestion, notre utilisateur. Donc on va créer d'abord, on est toujours dans body. Bon, si vous vous rappelez qu'il faut toujours, donc on met toujours tous ces machins trucs dans les body. Dans les body, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va dire qu'il faut une colonne. Donc ça veut dire que ça doit être verticalement ici, verticalement. Une colonne, c'est que ça commence de haut en bas. Donc là, je vais dire les children de cette colonne vont être plusieurs choses dans la suite, mais ici, maintenant, on commence d'abord avec les boutons. Alors, disons que les children, donc les colonnes, la colonne ici, a un row comme un enfant. Le row, pourquoi? Parce que je vais mettre mes deux boutons dans une ligne. Je ne vais pas les mettre dans une colonne. Ils vont pas être un au-dessus de l'autre. Non, je vais les mettre l'un à droite, l'un à gauche. Donc, je les mets dans une row. Alors là, le premier, c'est quoi? Les boutons annulés se mettent toujours à gauche et les boutons validés se mettent à droite. Ça fait partie des règles justement de design. Et on ne devrait pas fuir, en fait. On n'avait pas de choix. Alors, le outline button, qui est justement le bouton annulé, selon les règles, c'est ça ce qu'on nous a demandé de mettre. Son texte sera annulé. OK? Alors que l'autre qui sera à droite, OK? Ici, ça sera elevated bar. Ici, ça sera. Il nous oblige juste deux paramètres. Je vais dire ici A. Je vais mettre aussi soumettre, comme c'est un formulaire. Alors, regardez ici, c'est quoi? C'est que on va mettre aussi une virgule. C'est que le outline button, tous les boutons ont on pressed. On pressed signifie quand on va cliquer. Et quand on va cliquer, c'est une fonction. Rappelez-vous d'une fonction, c'est quoi? C'est que la fonction prend. Il y a d'abord ce qui doit être pris en paramètre, puis il y a les body qui doivent se mettre dans un accolade. Pratiquement ce qu'on a aussi appris à Dart. D'où il ne fallait pas fuir Dart, il ne fallait pas sauter Dart. Donc ici, ça devient encore plus facile si tu avais compris Dart. Donc vous voyez qu'on a le bouton annuler, qui est cliquable ici, on a le bouton soumettre qui est là-bas. Alors, comme je vous avais donné d'autres détails, comme ici les main axis, on va mettre que ça soit sur space around. Donc, depuis Dart 3, on peut mettre maintenant juste un point. On n'a pas besoin de reprendre ici main axis, le nom de la classe qui donne ça. OK? On n'a pas besoin de ça. On peut juste mettre ça comme ça avec un point et après directement ça peut passer aussi. Je dis que ça doit avoir un space around comme ça. Donc simplement, je voulais juste que ça soit annulé ici et se mettre là-bas. Maintenant, si je veux que l'espace de gauche et de droite soit plus grand, mais que celui du milieu soit un peu plus petit parce que les deux boutons sont un peu plus alors mis au milieu qu'à la fin. Là, je vais utiliser ce qu'on appelle les space, ok, sorry, les space, non, euh, je vais utiliser les space evenly. Ça va faire en sorte que les deux boutons vont se rapprocher plus vers le milieu et vont laisser plus d'espace vers les gauche et à droite. Donc ça, c'est nos deux boutons. Les boutons peuvent faire beaucoup de choses ici. Comme on a dit, on peut afficher ici juste quelque chose. Quand on utilise un flatteur, on ne va pas faire print simple comme ça, mais on va faire un debug print, ok,
pour que Dart. Donc ça, c'est les prints qu'on utilise plus à Flutter. Donc je vais écrire ici juste annuler. OK. Vous allez voir que ça va afficher dans ma console ici. Ici, ça va afficher annuler. Et bon, pour que ça puisse mettre un peu de diff, on va mettre quelque chose comme ça devant. Ça va nous créer annuler. Puis, le deuxième, quand on clique dessus, on pressed, comme c'est une fonction, on va mettre le debug print data. Ici, on va dire soumettre. Donc, l'idée, c'est juste pour vous montrer que, on va mettre ici, c'est comme afficher A plus, A les trucs là d'étoiles. On va mettre que, sorry. Ici, on va mettre plus pour dire soumettre. Et celui-ci, on va mettre pas les, les trial là. On va mettre moins. Comme ça va faire une différence dans notre interface ici. Alors, une fois qu'on a lancé comme ça, on peut revenir sur ça, laisse-moi recharger. Donc là, quand on va cliquer sur soumettre, regardez ce qui va se passer. Ça va afficher ici, soumettre. Si je clique deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça fait seulement soumettre. Je peux cliquer sur annuler. Donc ça te signale d'abord que mon bouton fonctionne. Ça, c'est la même chose. Des fois, même pour débugger, des fois, on fait aussi comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de debug. Alors, on a déjà nos deux boutons. On ne va pas entrer dans d'autres boutons. Vous allez utiliser les autres boutons. Il y a les styles de boutons et tout cela, il y en a. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec les boutons. Après le bouton, comprenez maintenant ce qu'on appelle les text fields. Les text fields, c'est seulement là où on introduit donc les champs de texte. C'est tout simplement ça. Un champ de texte, c'est tout. Il n'y a pas Media 14, il n'y a pas de choses à penser et tout, rien. Ici, vous pouvez lire tout ce qui est là comme ça, ok? Pour ne pas vous embrouiller, je ne vais pas copier cela et coller. Je vais juste écrire ça ici, comme ça. Vous allez voir comment j'ai commencé ça, s'il faut dire comme ça. Je vais dire text field. Donc, dès que je vais mettre texte field, vous verrez qu'il y aura déjà un champ de texte ici où je peux taper quelque chose. Ouais, un peu. Ici, je peux taper quelque chose. Alors, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses donc des propriétés de text field qui existent. Et ici, je peux, par exemple, vous dire, par exemple, ici, il y a les label text. Ça peut être email. Ça veut dire quoi? Introduisez votre email. Donc, il y a d'abord la décoration. Ça existe, tout ceci, c'est la décoration. Ceci, ça te permet justement de faire une décoration pour que ton champ de texte ait un peu de style ou quoi. Donc, ici, je peux coller ça. Sinon, ce que je vais faire, c'est quoi? On va faire ceci. On va faire que label, ça doit être email. Ça, c'est les labels, c'est le texte qui va se mettre ici au-dessus des champs de texte. On voit quand vous arrivez sur un champ de texte dans une application, ça montre un texte au-dessus. Ici, notre champ de texte ici n'a rien. Alors, pour ajouter ce style, maintenant, on va mettre ce label. On va dire que ça soit email, OK? Son int. Donc les hints texte, c'est ce qui s'affiche ici un peu. Dans plusieurs applications, vous verrez qu'il y a d'abord un texte qui est là, mais quand vous allez commencer à taper, ça va disparaître. Donc, ce qu'on appelle les hints, c'est pour te dire, hey, ici, on écrit quelque chose de ce genre. OK? C'est comme ça qu'on dit, par exemple, exemple@mail.com. Donc, ça, c'est juste pour mettre un peu de style dedans. Alors, les help texte, ça, c'est juste pour vous permettre ça, c'est pour les help, OK? Pour vous aider. Ici, par exemple, on peut avoir error texte, OK? Les textes d'erreur qui peut se construire selon les erreurs. Et surtout, je peux juste mettre ici seulement texte d'erreur, mais bon, c'est pas vraiment important aussi non plus. Donc ça, ce sont des choses comme ça qu'on peut utiliser. Ah, ok. On peut utiliser maintenant un préfixe icon, donc une icône qui soit au début. On peut aussi mettre une icône qui soit à la fin. OK? Par exemple, l'icône ici, CLIA qu'il a mis ici. Mais bien sûr, le client va avoir besoin des icônes ici pour effacer des choses comme ça. Donc là, par exemple, je vais juste mettre ça. Je vais pas mettre, je vais pas mettre les bols là ici, tout ça ici. Peut-être, je vais mettre ça l'un après l'autre. Mais déjà, d'abord avec ça, donc il y a préfixe, icône,
suffixe icon. Donc, préfixe, c'est lui qui va se mettre avant, suffixe, c'est lui qui va se mettre après. Je vais ajuster ça pour que vous voyez un peu l'interface qui va changer. Vous voyez un peu? Donc, il y a ça, c'est le préfixe icon. OK? Ça, c'est le préfixe icon qu'on a dit ici, c'est ça, icon d'email. Ici, nous avons le email. Ici, nous avons notre bouton pour supprimer, par exemple. Donc, simplement, ici, ça, c'est le label qui est email. Quand je commence à taper, vous voyez qu'il y a exemple. Alors, ça, c'est le hint text. Quand je commence à taper genre, ça disparaît. Mais l'email reste là-bas parce que c'est lui, il est là-bas. Les jamais partagé, c'était les textes, donc on appelle quoi? Les help à texte. Donc, les textes d'aide. On n'a pas, on n'avait pas besoin de l'écrire, en fait, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi ne pas écrire un texte d'aide. Mais bon, voilà. Vous savez votre choix. Alors, vous pouvez changer même de bordure. Vous voyez ce bordure ici, c'est juste tracé en bas ici. Vous vous dire, ah, je veux un bordure peut-être plus stylé, qui soit comme si ça avait circulé ici au-dessus. Et donc là, si je valide, je verrai que ça va changer. Donc là, maintenant, c'est devenu un truc comme ça. Alors maintenant, regardez comment les boutons sont coincés au champ de texte. Pour changer ça, les colonnes vous donnent déjà quelque chose aussi de super cool. Vous pouvez juste dire ici, space, spacing. Donc, c'est cette espèce ici va être parmi tous les éléments de cette colonne. Donc là, j'ai dit par exemple des 12 pixels. Donc, facilement, ça va créer un espace de 12 ici. Ouais, un peu directement des 12. Je peux me dire que ce soit des V4, comme ça peut être un peu pas mal. Donc, V4, ça sera comme ça. Alors, cette colonne ici, vous voyez que ça a coincé les top bars et tout. Vous pouvez ajouter une autre truc, c'est les paddings. Les paddings, c'est juste comme ce qu'il faut les HTML. Je pense que les CSS, vous connaissez les paddings. Les paddings, c'est l'espace interne, donc intérieur. Ici, ça va laisser partout 8. Oui, 8, 8, 8, 8, 8 partout. Donc, à gauche ici 8, en haut à 8, à droite 8, en bas aussi 8. Ça, c'est un espace qui va se créer si on est décoincé tout cet écran ici directement avec les machines trucs. Donc, cette colonne aura maintenant un espace moins cool. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Je vais ajouter ça à 12 par 8. Donc là, ça va me créer un espacement maintenant que je peux bien voir mes détails. Donc là, je peux écrire mon mail, tout, tout, tout. Et c'est super, super cool. Donc ça, c'est par rapport au champ des textes. Donc les textes fields. Alors les textes fields, une fois que tu l'as déjà créé, tu vas maintenant avoir besoin d'un truc qui contrôle ça. OK? Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle les textes edit control. C'est lui qui va contrôler les champs. Est-ce que les champs ont une valeur? Est-ce que les champs n'ont pas de valeur? Est-ce qu'on veut supprimer les champs? Non, pas supprimer les champs, mais supprimer les détails du champ. Et ainsi de suite. Donc, toutes ces questions maintenant, c'est les textes editing controller qui gèrent ça. C'est plus dynamique parce que c'est avec ça que tu peux facilement gérer beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vais maintenant faire quoi? Je vais créer une nouvelle classe pour ceci. Vous voyez, ici, nous sommes en train d'écrire tout ceci toujours dans mail. Mais imaginez que je veux mettre les layouts ici. OK? Je veux mettre tous ces codes qu'on avait avant, je vais les mettre ailleurs. C'est simple, je vais juste les copier d'ici, couper d'ici. Alors, dans mon application, je vais faire quoi? Je vais venir dans les libs ici. Vous voyez toujours dans les fichiers là où il y a mail ici. Je vais faire quoi? Je vais ajouter un nouveau fichier ici avec mail que je vais appeler layout par exemple. Layout-and-responsive-design. On avait déjà expliqué que Dart utilise cette nomination, ce style nomenclature ou nomination, je ne sais même plus. Donc, il ne faut pas écrire des textes. Donc, tes noms de fichiers ne doivent pas être, par exemple, avec des majuscules. Donc, layout, avec des majuscules, coller, coller, non. Donc, il faut mettre des espaces. Là où tu voulais laisser espace, là, tu mets justement un tiré d'en bas. Donc, très important. Alors, ici, maintenant, une fois que j'ai créé ce fichier pour celui-ci, ça crée beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que Dart n'a pas cette classe ici. Cette classe ici n'arrive qu'uniquement depuis.
Flutter, ok? Vous vous rappelez que il faut importer une bibliothèque Flutter Material pour avoir ces classes. Donc là, je vais venir ici. VS Code nous donne directement les quick fix ici. Je vais cliquer juste pour stateless. Et là, vous voyez que c'est propre, mon application. Donc, ce fichier, si je vais le fermer, on a travaillé sur ça avant. Ici, maintenant, je vais rendre aussi ceci un peu plus souple, en fait. Ok. Je vais faire quoi? Je vais prendre tout mon scaffold ici, commence dans le home, parce que celui-ci, c'est le material app, jusqu'à home. Après home, il y a les scaffolds. Un scaffold, c'est ça, les craqués ici. Donc, lui, il peut sortir aussi seul. Je vais cliquer ici, je vais juste l'extract, attaquer widgets. Lui, c'est maintenant quoi? C'est gestion, euh, gestion des centrés utilisateurs. Alors là, je ne vais pas utiliser bien sûr l'accent aigu pour ne pas embrouiller les causes. Il ne faut pas utiliser des accents aigus. Alors celui-ci aussi, je vais le coder maintenant dans un autre fichier pour vous montrer déjà ça maintenant. Donc je peux aussi créer un autre fichier pour gestion des entrées utilisateurs. Donc éviter les accents, les accès utilisateurs. Donc je viens maintenant, je colle mon code là, ici. Alors, même chose, il faut importer les matériaux. Je peux juste cliquer sur l'erreur, puis ça me donne la possibilité d'importer ça. Donc, très important d'avoir ça. Vous allez regarder une différence. Dès que je l'ai mis dans un autre fichier, celui-ci ne les reconnaît plus. Donc, ces fichiers de main ici, main.dart ici, ne connaît pas qui c'est qui est gestion de machin. Lui aussi, il est devenu comme un autre package à part. Donc, c'est un autre colis aussi à part. D'où il faut aussi l'importer. Je peux juste venir sur l'erreur, quick fix, et puis après, je peux justement cliquer ici sur l'importation. Je peux l'importer avec un long schéma ou juste avec un petit schéma. Et automatiquement, ça vient importer quoi? Les fichiers gestion des entrées utilisateurs.dart, qui est exactement ces fichiers. Donc là, maintenant, avec ceci, Dart communique. Il n'a pas besoin de beaucoup de code dans un seul fichier. Facilement, il peut communiquer ici. Et donc, dans la partie gestion des entrées utilisateurs, je peux maintenant coder. Maintenant, je commence mon coding. Pour commencer mon coding, je me dis, voilà, OK, je vais commencer avec à changer quelque chose. Les stateless et les stateful, on a appris ça hier avec justement le mentor d'hier. C'est que les stateless ne va pas changer de date directement ici au niveau de l'écran. Pour qu'on puisse avoir accès à un changement d'état dynamique, donc ça veut dire quand on veut faire des choses dynamiques, ça peut changer. Souvent, quand vous allez utiliser un contrôleur, rassurez-vous que ça va devoir vous coûter les changements ici. Donc, vous devez changer les stateful, ok? Jamais les stateless. Alors là, je vais faire un stateful widget. Et pourquoi tu me crées ça? Je vais revenir en arrière. Stateless. Ok. Je vais juste venir dessus. Je vais cliquer sur la poule pour les changer à stateful. Pouf. Alors, le stateful a plusieurs autres détails ici que vous pouvez voir après. Parce que ça a un state qui crée. Ok. Il crée un state ici propre à à cette classe qui va justement continuer la suite. Moi, je ne vais pas être dans ça parce que c'est pas ce que je vais toucher. Ça devait être touché hier. On va revenir dans Next Flutter pour voir. Donc là, j'ai déjà créé mon stateless, et donc mon stateful. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va créer un contrôleur. Donc plusieurs contrôleurs, mais je vais juste créer un. C'est trois ici en attendant, même si mon code va grandir après. Donc maintenant, ici, on va faire quoi? On va d'abord créer nos trois contrôleurs. Oh, pourquoi ma telle machine plate? Là, mon machine commence à plater, c'est pas cool. Donc là, maintenant, je vais venir ici, je vais créer ça ici. Retenez bien qu'il faut bien respecter les places où vous créez ces states, donc ces contrôleurs, en sachant qu'ils doivent être accessibles. En fait, ok?
et ils doivent être accessibles dans plusieurs endroits dans ton application. Et il va aussi avoir des changements d'état et tout. Alors, comme ils auront des changements d'état et tout, et que tu auras besoin de créer des fonctions qui vont les manipuler en dehors de la fonction build, parce que ça, ici, c'est une fonction build. Cette fonction ici est du type widget. Lui, il appartient justement au stateful. Mais tu vas aussi créer d'autres fonctions qui vont manipuler ces contrôleurs. Donc, il faut les mettre hors de cette fonction widget parce qu'il n'allait pas les mettre, tu ne vas pas les mettre ici. Si tu les mets ici, c'est qu'ils appartiennent uniquement à la fonction build, alors qu'ici, tu veux qu'ils puissent être accessibles dans toute la classe qui est cette classe gestion des utilisateurs machin qui a extensionné stateful. Donc, une fois que j'ai déjà créé mes deux contrôleurs, rappelez-vous, un final, c'est aussi un type. Donc, c'est un mot-clé pour préciser que ça sera une fois qu'on va lui donner une valeur. Donc, ça veut dire une fois qu'on va donner à cette classe, à ce texte ici, la valeur, par exemple, Georges Machin, ça sera Georges Machin. OK? C'est moi ça l'idée derrière les finals. Et ici, on a notre booléen qu'on va aussi utiliser après. Une fois qu'on a déjà nos variables là, ah, OK. Une fois qu'on a nos variables là, tout ce qu'on va faire, c'est quoi maintenant? C'est euh, un instant. Oh, putain. Je- Ah, OK. Machine, pourquoi ça plate? OK. Une fois qu'on a ça, il faut noter une autre chose, c'est quoi? C'est qu'il faut apprendre à disposer les contrôleurs. Quand on dit disposer, signifie quoi? Qu'on ne puisse pas avoir de fuite de mémoire. Quand tu crées un contrôleur, ta mémoire, donc la mémoire de l'appareil qui va prendre ton application, va créer des espaces pour ces contrôleurs. Et le contrôleur a tendance à fonctionner d'une manière dynamique. Donc, il change de valeur et tout. Alors, il y a beaucoup de consommation de mémoire qui peut se faire si jamais vous n'arrivez pas à bien fermer, s'il faut dire comme ça. Quand on dit disposer, c'est juste un peu dans le sens de fermer les contrôleurs. D'où on utilise une fonction. Dispose ici, ce n'est pas une fonction que tu as créée, c'est une fonction que tu as override. Rappelez-vous toujours de la partie, on appelle ça quoi? Héritage de Dart. Quand on override, ça signifie que c'est une fonction qui existe dans la classe mère. Dans notre cas ici, la classe mère, c'est stateful. OK? Qui est maintenant notre classe va bénéficier de ce travail pour faire quoi? Pour disposer aussi nos deux contrôleurs. Donc là, je vais revenir ici pour faire la même chose. Je vais juste venir ici et je vais dire, OK, si me dispose ici, c'est pour éviter justement, c'est comme on a dit, hein, la fuite de mémoire. Donc, je peux laisser les commentaires là-bas, c'est pas aussi un problème. Donc là, ça me permet à faire quoi? Me rassurer qu'une fois que on va finir à remplir l'email, on va finir à remplir les passwords, automatiquement, mon appareil va fermer ça. Donc, ça veut dire que mon appareil va disposer ses contrôleurs. On ne va plus demander à l'appareil d'avoir des espaces, mémoire et tout pour ces machins trucs. C'est une fois que le travail va finir, c'est fini. Donc, ça, c'est très important, très, très important pour une application qui doit être robuste. OK. Alors, là, nous avons déjà notre colonne, s'il faut dire comme ça. Mais ici, on va créer maintenant une deuxième fonction, OK? Une deuxième, pas fonction, mais un deuxième champ de texte qui va nous permettre de prendre maintenant notre password. On avait seulement les champs de texte pour, rappelez-vous ici, on avait juste les champs de texte pour email. Maintenant, on veut que ça soit, qu'on ait aussi les champs de texte ici. Regardez, je vais ajouter ça juste ici pour notre password. Maintenant, regardez ici la div, c'est quoi? C'est on a déjà un contrôleur. Donc, on a ajouté une fonction, pas une fonction, mais une propriété spéciale pour ce champ de texte qui est le contrôleur. Donc, ce contrôleur va permettre à ce qu'il va prendre les détails. Donc, il va contrôler tous les champs. Est-ce que le champ a quelque chose? Est-ce que le champ n'a pas quelque chose? Est-ce qu'il y a la valeur? Est-ce qu'il faut supprimer? Est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce qu'il faut... C'est de ces contrôleurs que vous pouvez prendre maintenant une valeur pour partir avec.
Vous voyez, dans ces champs de texte, parce que ici, quand j'introduisais Georges Bion dans ma chambre, ici, en vrai, ces textes ici n'est pas encore parti de cette application. Ça reste seulement dans ces champs ici. Mais sinon, pour le prendre, pour aller avec, vous pouvez aller avec ça depuis le contrôleur. On va voir ça comment vous pouvez faire. Il y a les obscurs textes qui signalent seulement est-ce qu'il faut cacher les textes. Vous voyez, pour les textes, on a fait ça quoi? Pour les textes, les champs de texte pour des passwords, il faut des fois cacher ou ouvrir. Donc là, tu utilises cette propriété ici. Les textes input actions, les Dan. Bon, ça, c'est juste pour l'action. Ça veut dire quoi? Comment les textes à l'intérieur, donc le type d'action qui sera pour les inputs. Ça sera plus sur téléphone que c'est visible. Avec les claviers qui va te permettre de faire justement cette possibilité de directement cliquer sur le bouton. Quand tu cliques sur le bouton euh, euh, fini là, plutôt pour cocher, s'il faut dire cocher ou bien done, quelque chose comme ça. Alors là, c'est maintenant la décoration. On a aussi les mêmes choses, préfixe à icône, c'est les logs. Maintenant, regardez dans la partie suffixe. Ici, on va supprimer notre suffixe parce qu'on n'en a même pas besoin. Pour email, on n'en a pas besoin vraiment. Ah, on va utiliser ça pour faire autre chose. On va voir ça. Ici, maintenant, regardez, c'est quoi? On a notre icône ici. Et notre icône change sur base de quoi? Sur obscure text. Rappelez-vous, c'est une variable qu'on a déclarée ici, qui est du type booléen. Quand on dit, euh, quand on parle de booléen, ça signifie que, voilà, c'est true ou bien false. Alors, si c'est true, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Ça signifie quoi? C'est obscur. Donc là, on montre les yeux qui sera visible. Alors, une fois que ça va être... Donc, si ce n'est pas obscur, on va montrer les yeux qui est off. Vous allez voir que ça va permettre à ce que l'utilisateur peut... Ah, il peut voir, ah, mon passeport, oh, mon password peut se voir ou pas. Et facilement, il peut gérer ça. Et maintenant, on a mis on pressed dessus. Si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Euh, Prenons ça. Ici, c'est juste une fonction, ok? Je vais mettre ça comme ça pour mettre ceci comme ça. Donc, cette fonction permet à faire quoi? Il permet à ce que les 7 states ici, vous allez l'apprendre un peu plus largement de la suite, mais c'est lui qui permet à ce que les choses puissent changer dynamiquement ici. Ok? C'est ce qu'on appelle les states puissent changer dynamiquement. Il fait partie des state managers. On va apprendre ça un peu aujourd'hui. Donc ici, vous comprenez, c'est moi que c'est lui qui permet que l'écran puisse comprendre directement les changements. Alors ici, tout ce qui se passe, c'est quoi? C'est que obscur texte va prendre la valeur de obscur texte, mais son contraire, parce qu'on a juste pris ça. Ça, c'est la beauté des Dart maintenant qui vient encore rentrer. Ça veut dire quoi? Obscur texte. Obscur texte, c'est déjà une variable qui peut être true ou bien false. Alors, on dit ceci. Quand on va cliquer sur ce bouton ici, que ça prenne la valeur contraire à ce qu'il a. Donc, il prend obscur texte et prend le contraire de obscur texte. Donc, s'il était true, il prend la valeur false. S'il était false, il prend la valeur true. D'où ça te permet de faire un code super, super intéressant et puissant qui change chaque fois. Paf, true, false, true, false, true, false. Donc, très, très intéressant ces deuxième code ici. Je ne vais pas mettre tous ces machins ici. Je vais aussi supprimer ça. Comme ça, on va garder le même style, les deux. Alors là, ici maintenant, on a nos deux champs de texte qui vont s'afficher. Une fois que ça va finir. Voilà, donc là, nous avons notre deuxième champ de texte qui est mot de passe. Alors, ici, par exemple, on n'a pas de int text. Vous voyez que c'est vide, alors que le premier a un int text, qui est exemple pour email machin. Maintenant, disons que ici, quand on va cliquer ici, disons qu'on avait Georges machin. Si on clique ici, on veut que ça puisse supprimer Georges. Tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir ici, ok? Ici, nous sommes dans les champs de texte email. Je vais venir dans ce suffixe icon, qui est ce suffixe ici. Je vais juste cliquer ici sur dans onPressed, je vais dire set state, ok? Set state. Je dis dans cette state, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? On va prendre email control, ok? Rappelez-vous qu'on avait déjà notre email control, on va juste faire sur ça clear, parce qu'on veut juste clear ça, ok? On veut supprimer tout ce qui est là. Donc c'est tout simplement ça.
Alors, pour supprimer cela correctement, parce que si par exemple là, je le fais, même si j'ai déjà ça, regardez ce qui va se passer, c'est quoi ce gars? Euh, Même si j'ai déjà ça, je peux écrire ici Georges, par exemple, Georges, comme ça. Même si je clique ici, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que mon champ de texte ici n'a pas les email control qui est connecté à lui qui les contrôle. Du maintenant, je vais ajouter un contrôle, ok? Contrôle, puis je vais passer les emails contrôle. Un instant, les email contrôle. Donc facilement maintenant avec les email control, je peux faire le contrôle de tous ces machins trucs ici. Donc tout ce qui va se passer ici maintenant, c'est quoi? C'est que quand je clique sur Georges et que je veux supprimer les tout, je clique sur ça. Et ça supprime les tout. Vous voyez un peu? Les mots de passe, même chose, je vais écrire quelque chose que je ne sais pas. Vous voyez que par défaut, c'est caché. Donc on avait dit obscur texte par défaut. Il y a un trou. Donc s'il est caché, cachez ça et mettez qu'on ait les yeux ici. C'est ça ce qui est la condition qui est ici. Donc, is obscure text. Mettez-moi les yeux pour dire, tu peux cliquer ici pour ouvrir, donc pour ouvrir les yeux. Quand tu cliques, ça va afficher. Tu peux aussi cliquer encore pour cacher. Donc, c'est moi true à false qu'on change ici. Donc, facilement, on peut faire maintenant comme ça. Et maintenant, au lieu d'afficher juste ici, debug, machin truc ici, ok? Annuler. On va juste faire, au lieu de faire annuler, on va faire annuler plus. On va prendre pas protocole, mais email passe on va faire clear ici. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un clique sur annuler, on veut aussi faire que ce soit comme si on avait clear ça, ok? Puis on va faire password hmm, point clear aussi. Ok, voilà. Donc là maintenant, on a pris les deux ici, on a fait ça comme ça. Disons que oui, ça, on a pris ça comme ça. Pour soumettre, on s'est dit, voilà, quand on va soumettre, on va afficher juste, on va juste afficher simple dans les chats ici, pas dans les chats, mais on va afficher la valeur exacte de ces emails contrôleurs. Comme j'ai dit, les contrôleurs arrivent avec la valeur qui est dedans. Pour accéder à la valeur, on va prendre contrôle, on va faire point. On va prendre texte ici. Vous voyez le value qui est ici. OK? Puis je vais prendre le value qui est là, que je prenne le texte qui est à l'intérieur. Donc là, je vais prendre la valeur qui est justement le texte qui sera mis dans les champs de texte. Et à la même manière, je peux aussi prendre celui de password pour justement avoir mon password control. Voilà. Donc, l'idée, je vais afficher juste ça dans les. Mais maintenant, imaginez ça dans une application. C'est le moment où on prend ça, on part mettre dans la BD, donc dans la base de données. Dans Facebook, on prend ça, on envoie ça chez Meta, je sais pas, machin. Donc, tout cela, c'est d'ici que ça s'est fait. Donc, sur ce bouton, dès qu'on va cliquer. Ici, je vais juste afficher ça ici, mais en vrai, comprenez que c'est ça l'idée derrière. Ça va aller vraiment très loin d'ici. Donc, c'est d'ici que tu peux prendre pour avancer avec. Alors ici, maintenant, je vais prendre quoi? Je vais écrire Georges, machin. Des choses même comme ça, je vais cliquer sur soumettre. On va regarder ici si ça va afficher. Je clique sur soumettre. Ça m'affiche Georges, ok? Ça m'affiche aussi des machins, trucs comme ça, ok? Ça, c'est mon password qui est ici. Donc, ça prend exactement cette valeur ici pour l'afficher ici. Donc, c'est tout simplement ça l'idée avec les contrôleurs. Donc, les contrôleurs vous permettent d'avoir maintenant accès à ce qu'on a introduit dans les champs des textes. Donc, facilement maintenant en dehors du texte, donc de ces champs. Donc, facilement, avec ça, vous pouvez avancer avec. Et comme j'ai dit, je voulais maintenant supprimer. Quand je cliquerai sur annuler, ça va supprimer tous les champs. Vous voyez, annuler, ça a complètement clear tous ces deux champs ici. Donc, c'était ça l'idée derrière les contrôleurs. Avec les contrôleurs, on peut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir dans la suite. Une seule session ne peut pas couvrir tout ce que les contrôleurs peuvent faire. Parce qu'il y en a vraiment des tonnes alors, là, je vous jure. Ok, donc à part ça, il y a les focus modes. Node, ça c'est déjà pour gérer les focus. Ok, les focus des champs. Est-ce que le champ est focus ou pas? Donc tout cela, vous voulez gérer avec ça. Donc voilà un peu par rapport au truc ici. Ok, je sais plus pourquoi ça m'est
refuse Ah, ok. C'était juste un bug. Donc, ça signifie que c'est ça. Ici, maintenant, on a les focus nodes que vous pouvez aussi découvrir dans la suite. Ça sera beaucoup, beaucoup d'autres choses que vous pouvez découvrir dans la suite. Alors, ok, on va se supporter pour qu'on fasse ces machins trucs ici. Alors, les form validation, c'est juste pour valider un form ensemble, en fait. Ici, par exemple, vous pouvez voir que ici, dans notre cas ici, même s'il n'y a pas, par exemple, disons, il y a Georges ici, donc le mail est là, mais il n'y a pas de mot de passe. Quand on va cliquer sur soumettre, vous verrez que ça va afficher Georges, puis il y a un espace. Mais sinon, vous voulez que tous les champs soient obligatoires, donc que le formulaire soit, qu'on puisse être sûr que le formulaire a été complété complètement. Permettez-moi cette répétition. Donc, ça veut dire que tu veux te rassurer que même le champ mot de passe aussi a été complété correctement. C'est à ce moment-là qu'on utilise justement celui-ci. C'est à ce moment-là qu'on utilise les form validation. C'est vraiment, vraiment pratique quand vous voulez faire des longs formulaires et que vous voulez vous rassurer certains champs. Est-ce que c'est entré, est-ce que c'est pas entré, et tout ce qui part. Et donc ici, vous pouvez les tester aussi. Moi, personnellement, je ne vais pas entrer à l'intérieur parce que, ou soit je vais copier seulement ceci pour expliquer parce que là, si je réécris ça, c'est parce que ça va demander une autre logique. Ça ne sera pas une logique ça sera pas une logique des champs de texte avec le contrôleur. Mais ça sera des champs de texte dynamiques avec leur propre valeur. OK? Mettons ici, maintenant, c'est machin truc ici. Ok, on va mettre ça. Donc ici, je vais créer un autre fichier. Ok. On va mettre ici celui-ci avec le form validation, disons comme ça, point d'art. Je vais mettre ça ici. Puis je vais dire le stateless, le stateful ici doit être importé. On ne peut pas mettre ça comme ça. On doit l'importer avec le matériel. Et donc, avec le matériel, on a déjà ça. Ok, ici, c'est le registre à forme. Nous, on va changer ça à forms validation. OK? Donc, vous voyez que même VS Code connaît mon nom. Pourquoi? Parce que ça me suggère déjà un nom. Regardez, quand je vais supprimer, je vais changer ça, ça me donne déjà form validation. C'est sur base de comment tu as annoté ton, ton fichier ici. OK? C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut vraiment, vraiment lutter sur la notation de votre sujet ici. Donc ici, tout ce qui change ici, c'est quoi? On avait déjà notre form validation ici. Donc ça veut dire quoi? On avait déjà notre formulaire. Tout ce qu'on va changer ici, c'est quoi? C'est que au lieu d'avoir des contrôleurs, on a maintenant des variables. C'est maintenant ces variables qui vont nous aider à traquer, s'il faut dire comme ça. Est-ce que ce truc ici a déjà sa valeur ou pas? Donc ici, facilement, maintenant, on utilise un widget form. Ce widget form, maintenant, contient une clé. Cette clé est globale. Le global key ici, ça permet ça, de prendre ce qu'on appelle l'état du formulaire. Comme je dis, ça va prendre l'état du formulaire pour dire il y a un champ du formulaire qui n'est pas complété. Donc facilement, maintenant, avec ça, vous pouvez maintenant faire votre propre. Encore déjà, vous pouvez voir qu'on a utilisé ici le text form field, donc les champs du formulaire. Donc le text form field, je ne sais pas si vous pouvez dire les champs du formulaire, les champs du texte du formulaire ou un truc comme ça. Et facilement, il y a un autre truc qui entre ici. On a vu les décorations, c'est la même chose. Les keyboard type, ça c'est juste ce qu'on peut ajouter même ici, dans la partie email ici. OK? Dans la partie email, ici, on peut ajouter les formes, donc les keyboard type. Ça signifie quoi? Sur téléphone, tu vois, des fois, quand tu viens seulement comme ça change le type de votre écran, comment on dit ça, de votre clavier. Vous ouvrez un clavier, ça ouvre avec les chiffres. Vous ouvrez un clavier, ça ouvre avec un email. C'est ici que tu vas signaler ça. Donc, c'est un champ d'email.
ça va afficher directement avec arrobase. Ça sera classé avec arrobase. Si tu mets ici numéro, ça va être seulement des 1 à 9 sans des textes. Quand une application ouvre ça dynamiquement, comprenez que c'est ça ce qu'on fait si c'est à Flutter par exemple. Alors, ce qui vient changer ici, c'est juste cette partie ici, validator. C'est ça le validator qui vient te dire, OK, tu as un value. Lui, c'est une fonction qui passe en paramètre un string. Regardez sa manière d'écrire. Alors, il vient, le value ici, c'est le value qui est ici. Donc, s'il faut dire comme ça, le value qui est ici, c'est le value qui sera entré dans ces machins trucs ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour maintenant faire les validations de ces formulaires? On dit ceci. Si value est égal à nul, donc ce n'est rien, donc c'est nul, ou ça c'est empty, donc ou ça c'est vide. Quand c'est nul signifie ceci, nul signifie ça. Ça c'est nul, ça signifie qu'on est sur nul ici. Empty signifie ça. Vous voyez, ça c'est empty. Donc même s'il y a quoi ici, ça c'est empty en fait. OK? Donc ça veut dire si jamais c'est vide ou ça c'est nul, donc il n'y a absolument rien, il faut lui dire ceci, email requis. Si jamais ça ne contient pas un arrobase, il faut lui dire format email est valide. Vous voyez un peu cette bonne manière avec les formulaires qui sont longs surtout. Vous voulez que chaque fois que l'utilisateur introduit exactement ce que vous vouliez. C'est comme ça que vous allez le faire. Pour le mot de passe aussi, même chose. La première chose, c'est d'abord, est-ce que c'est vide ou bien c'est nul? On dit mot de passe requis. De l'autre côté, on se dit, voilà, est-ce que c'est supérieur est-ce que c'est inférieur à 8? Si c'est inférieur à 8, on dit le minimum de caractères, c'est à 8. Donc, tu dois atteindre 8 pour passer. Alors, il y a un autre truc qui vient maintenant dans le bouton Elevated. Vous voyez qu'il y a cette condition ici qui vient changer la chose. Ça veut dire quoi? Le form key, son current state, donc ça veut dire quoi? Son état actuel doit être sur validate. Comment il sait ses états actuels? C'est le validator de chaque texte form qui jette des données. Alors ici, regardez une différence. Le validator existe seulement dans les textes form fields. Ici, ce qu'on avait utilisé, c'était quoi? C'était les text fields. Les text fields n'ont pas de validator. Si vous voulez utiliser un validator, vous devez utiliser un text form field. OK? Donc, c'est ça juste la différence qui vient entre ceci ici. Donc, c'est les deux ici, on save et validator, les text form fields. Et puis, la différence de notre, c'est dans les boutons on pressed. Comment on fait pour qu'on puisse savoir? C'est on vient faire les formes qui, current state, donc l'état actuel doit être validé. Donc, toutes ces conditions ici doivent être validées pour être sûr que, ah, OK, on peut maintenant cliquer sur sauver et après, on peut par exemple afficher l'email et tout. Ici, pour ne pas créer ce truc ici, il faut utiliser toujours le debug print. Ça va permettre à ce que Flutter puisse ne pas envoyer ça. Donc, c'est juste ça qu'il faut noter. Ici, on a juste le forme QQ27 pour le site. Ça veut dire quoi? Ça va vider. C'est lui qui contrôle ici comme... laisse-moi remettre les commentaires là. Donc, c'est lui qui contrôle comme les textes formes, les contrôles là. Donc, ici, par exemple, il y a un bouton pour réinitialiser tous les champs, que ça va supprimer tout ce qui est là. Alors, pour montrer ça dynamiquement, pour ne pas dire que j'avais fait quelque chose qui ne marchait pas, je vais copier ça, je vais mettre ça ici, au-dessus de ce formulaire. Juste ici, 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 on va mettre ça. Ok, je vais mettre tous ces paddings ici, les paddings ici. Ok, je vais mettre ça en commentaire, les paddings ici, je vais le mettre en commentaire. Et puis, je vais appeler celui-ci. Vous pouvez voir qu'on peut appeler un autre fichier encore dans un autre fichier, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation, s'il faut dire comme ça. Vous n'avez qu'à appeler et facilement, vous pouvez avoir votre accès. Vous voyez que je n'ai qu'à importer vos fichiers form validation ici et il est déjà connecté à mon écran qui s'affiche ici. Donc, tout ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais juste enregistrer et vous verrez que l'écran va changer avec la nouvelle, les nouveaux UI. Voici notre nouveau UI qui est là.
Donc, il y a s'inscrire, il y a réinitialiser ici. Alors, tout ce que je vais faire, c'est maintenant quoi? Je vais d'abord taper Georges comme ça. Puis je vais cliquer sur s'inscrire pour voir. Regardez, ça dit quoi? Format email invalide. Pourquoi ça dit format email invalide? Parce qu'on avait dit ceci. Dans la condition de valider, on avait dit ceci. Il faut que la valeur de l'email contienne, rappelez-vous des string interpolation qu'on a aussi enseigné ensemble, c'est que c'était quoi? Oh, si on dit contain arrobase, ça doit contenir arrobase. Donc ici, je peux m'ajouter seulement arrobase et vous verrez que c'est le premier chat qui. Donc le premier chat sera déjà sauvé. Il n'y a plus d'erreur d'abord ici. Et après ça, on dit non, le mot de passe est requis. Je peux taper, par exemple, je peux juste taper ceci. Puis je fais quoi? J'écris s'inscrire. Maintenant, comme j'ai tapé 4 caractères, on me dit quoi? Minimum caractère requis. Donc là, je vais ajouter encore ceci, puis je clique sur valider. Et vous pouvez voir que chez moi, ici, on me dit quoi? On m'affiche ici dans la console quelque chose. Je peux réinitialiser pour supprimer tout ça. Donc, voilà un peu comment fonctionne le form validation. Il n'y a pas vraiment il y a 14 heures ou un truc, s'il faut dire, extraordinaire que j'en sais passé. Non, c'est juste ça. Donc, voilà. Donc là, je peux revenir sur mon ancien écran sans aucun souci. C'est juste ça. Voilà, ça c'est par rapport au form validation. Comme je dis, c'est plus des exercices qui permettent à s'acquérir ces affaires. Ça n'attend pas à regarder, non. Tester, tomber sur des erreurs, faites-nous savoir. Alors, à part ça, on va continuer sur la leçon suivante pour voir si c'est quelque chose de. Les gestes detector. Ah, ok. Ça sont des choses très, très intéressantes. En plus des boutons, des fois, vous voulez faire vos propres boutons. Des fois, tu vois, quand tu fais des jeux, des fois, tu n'as pas besoin de boutons qui ressemblent à ces affaires-là. Tu n'as pas besoin de boutons qui ressemblent à des choses comme ça et quoi. Alors. Des fois, tu veux aussi faire que, par exemple, ton image soit cliquable. Donc, une image soit cliquable. On utilise justement ces affaires ici. Il y a le Inkwell qui a l'effet justement des. Il est proche des matériaux. Donc, le Inkwell, ça c'est un widget comme ça. Tu l'appelles juste, il a les on tap, il a les on long press. Donc, facilement, vous pouvez l'utiliser dans ce cadre ici. Ce sont juste des types de widgets qui permettent de détecter les mouvements des utilisateurs. OK? Mais ça, et ici, il donne beaucoup d'autres choses, comme le geste detector. Il te donne même la possibilité de comprendre est-ce que l'utilisateur a double-cliqué, est-ce qu'il a triple-cliqué, est-ce qu'il a cliqué longuement, est-ce qu'il a fait sa main genre à droite, il a balayé à droite, est-ce qu'il a balayé à gauche, est-ce qu'il a balayé en bas, est-ce qu'il a zoomé, il a dézoomé. Donc tout cela, tu peux maintenant prendre avec les gestes detector. Je vais peut-être te montrer tous ces machins. Voilà. Ici, par exemple, vous pouvez voir on scale. Ça montre les zooms. Prenez ces codes, mettez ça dans votre application, testez, zoomez. Vous pouvez voir dans votre log comment ça affiche, tous ces machins, et blablabla. Donc, c'est super, super cool. Je peux même commencer à copier ça juste comme ce sont des exemples qui existent déjà là. Euh, disons, prenons ça ici. Mettons ça seulement ici après nos deux textes, nos deux trucs ici. Donc ici maintenant, on veut juste faire, vous allez juste voir quelques trucs. J'aime bien les gestes à detect, hein, surtout sur mobile. Les Inkwell, c'est beaucoup plus pour le web et tout. Oh, ok. Je ne peux pas mettre les scales ici et tout directement ici, malheureusement. On va faire ceci. On va faire ceci. On va faire ça. Je vais mettre pending ici. Le padding ici, je peux le commenter. Padding ici, je peux le commenter. Oui, je vais prendre. Bon, juste ça, je vais le mettre ici. Ok, je vais voir ce que ça va donner. Donc là, c'est juste pour montrer quelques deux, trois trucs qu'on peut faire avec le Just Detect ici. Alors, un instant. Oh, donc, oh, qu'est-ce qui se passe? Hum,
Il y a des arguments qui sont redondants ici. On va faire d'abord ça comme ça. On va faire ça comme ça pour voir ce que ça peut donner. Comme ça, on n'a pas. Ça, c'est des erreurs qui arrivent quand on fait passer. Oh, what's going on? OK. Donc, ça, c'est parce que j'avais mis. Donc, il y a certaines fonctions qui ne peuvent pas fonctions. Il y a certaines propriétés qui ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est ça, c'est qui crée cette erreur. Je vais recharger ma page pour qu'on voit maintenant clairement ce qu'on peut faire. Donc, on va commencer par. Laisse-moi me commenter, c'est d'ici aussi. On va commencer par l'un après l'autre pour que vous voyez juste ce qu'on peut faire. Il y a l'étape ici. OK? L'étape, juste pour dire taper. Quand on dit tapoter et tout. Bon, voilà. Ceux qui veulent bien les réseaux. Il y a l'étape. OK? Tap signifie tap. Quand on clique une fois comme ça sur le bouton là. Ça peut te détecter justement ce genre de bouton. Donc, tap, comme ça, quand je clique depuis, ça me dit quoi? Tap simple. Donc, je peux maintenant doubler tap. Vous voyez, des fois, vous voulez que l'utilisateur puisse doubler cliquer. Et quand il va double-cliquer, par exemple, il va faire ceci ou cela. Ça, c'est par exemple pour Instagram. Vous voyez, Instagram, bon, les réseaux sociaux, tous ils ont pris la même chose aujourd'hui. C'est que quand quelqu'un double-clique, ça peut se faire quoi? Double tape, like Instagram. Donc, quand vous cliquez deux fois sur le cœur, là, tu peux maintenant faire une animation et tout. Alors que les autres boutons, ils vont d'autres qu'on a vu avant là. Ils n'ont pas toutes ces affaires ici. Il y a d'autres choses, les spams et tous les glissements, comme j'avais dit les longues presses et tout. Donc, tout ça, vous pouvez maintenant tester. Mais moi, je voulais juste vous montrer une partie Zoom. C'était ça que je voulais vous montrer. Avec ça, par exemple, je faisais une application comme ça qui justement permettait à ce que tu changes les grilles. Dans votre Google Photos, quand vous allez zoomer, vous allez voir que les photos vont diminuer ou diminuer ou changer de nombre de cases. C'est justement sur base de ça. Donc là, par exemple, je peux faire un zoom. Vous voyez un peu on appelle ça quoi, pas dans mon terminal, mais dans mon debug console ici. Quand je fais zoom, vous voyez combien ça zoom. Quand je fais dézoomer, ça va se dézoomer, ça devient 0.sd, orange. Donc, bref, avec ça, tu peux maintenant détecter que quelqu'un a zoomé, quelqu'un a dézoomé, et chaque fois, les valeurs passent ici des zooms. Alors, sur base de ça, tu peux dire maintenant, OK, si zoomer à 6, on fait ceci. Si à zoomer à cela, on fait cela. Souvent, on utilise quand on change de grid view et tout. C'est juste ça. Et donc, ça, c'est par rapport au Just a Detector et d'autres outils là qui sont là avec vous. Vous pouvez utiliser Dismissible. Ça, c'est maintenant quand vous voulez, vous voyez dans email, dans plusieurs endroits où vous avez des notifications et tout. Vous pouvez les super à gauche ou à droite pour supprimer un truc ou bien pour faire cela. Donc, vous pouvez le faire avec les super ici. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Il y a d'autres choses que vous allez découvrir pratiquement, comme j'ai dit. Même si on vous dit ça 100 fois, vous n'allez pas, ça ne va pas vous aider vraiment. Il y a les idées, donc il y a des boutons comme les checkbox, il y a les radios, il y a les switches. Ça, vous les connaissez, ils sont partout pour dans les applications. Les checkbox, c'est où? Ici, il n'y en a pas, non? Les checkbox, c'est sur les boutons là qu'on check, ça devient avec ça, ça fait un ticket dedans. Les radios, c'est celui qui fait, quand on fait le choix unique dans un formulaire, quand tu veux choisir uniquement ça, ce sera les radios. Les switches, c'est celui qui fait, par exemple, qui change de thème là. Tu vois, quand ça devient, quand tu switches, ça passe à, à valider ou à ne pas valider. Un truc comme ça. Et tous ces boutons, vous pouvez aussi les tester dans votre truc. Et facilement, c'est super, super pratique. En fait, c'est seulement question de comprendre. Puis, dans votre application quelconque dans la suite, vous allez voir que vous pouvez le faire. Les drop-down patterns, ils sont encore les mêmes choses presque avec les text fields. Les drop-down, c'est ceux qui ont les menus prédéfinis là. Vous voyez ici, par exemple, il y a une liste des pays.
que tu devais choisir. L'application que vous allez utiliser pour le programme, ça sera justement avec ça qu'on a fait. Donc, il y aura des pays que vous devez choisir, votre communauté que vous devez choisir, ça sera justement dans un drop-down button. Donc, tout cela, c'est pratique quand vous allez commencer à le faire. Le mieux, c'est tester ces codes ici, comprenez comment ça fonctionne. Si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Mais une fois que vous avez tout compris, vous pouvez maintenant tester ça. Parce que dans un seul projet, vous n'allez pas faire tous ces machins, non. C'est presque impossible, en fait. Vous pouvez mettre tout cela dans un même projet. Il y a les date pickers, les time pickers, les dialogues. Ce sont des choses qu'on a presque partout. Tu veux, par exemple, afficher qu'on puisse piquer une date quelconque. Ok. Tout cela, c'est justement des choses hyper pratiques qu'on peut faire pour les times. Vous voyez, quand vous cliquez sur les temps, ça ne puisse pas vous donner un champ de texte à introduire, mais ça vous donne l'horloge que vous allez choisir l'heure dessus. C'est justement avec les show, time, machin, truc ici qu'on fait ça. Donc, c'est juste ça. Donc, pratiquement, c'est quelque chose comme ça. Si ça, c'est le dernier, je pense qu'on peut juste tester celui des time pour voir s'il y a d'autres choses. Ouais, je pense que ça, on a fini avec le date picker et tout. Merci beaucoup. Donc là, je vais juste vous montrer celui dates, des dates ici, pas les dates, mais celui des shows, le select time ici. Juste pour vous montrer comment ça peut s'afficher sur. Mais ça va changer sur chaque plateforme, ok? Je vais mettre seulement la fonction ici. Comme si j'ai déjà mon truc dynamique ici, j'ai mis la fonction ici. Et rappelez-vous que je peux appeler directement ma fonction ici. Très cool. Donc là, je peux prendre ma fonction ici. Euh, disons qu'on a un selected time ici. Date time selected time qui est égal à date time point now. Ok. Donc, je prends select time. Oh, ok. Je vais prendre time of day. Ça doit être du type time of day. Ok. Now. Ok. Voilà. Donc, je prends maintenant le selected time. Je vais le mettre ici. Rappelez-vous qu'on ne va pas changer notre geste ici. On va juste le prendre lui. Tout ce qu'on va faire, c'est quand maintenant ici au niveau des gestures ici. Au lieu d'afficher quelque chose simple, on va appeler notre select time, pas selected time, donc select time. Notre fonction ici va maintenant s'ouvrir quand on va appeler ceci. On va pas mettre touch me. Bon, on peut même laisser le texte touch me. Donc, une fois qu'on va venir ici, on va cliquer et donc ça va nous permettre de choisir notre état. Vous voyez, ça vous ouvre un panneau de choix des temps au lieu de laisser à l'utilisateur d'introduire un texte. Ça peut vous embrouiller. Donc ici, vous avez l'assurance justement d'utiliser quelque chose qui va facilement vous aider. Donc ça, c'était juste comme ça. Comme je dis, c'est pas de code simple que vous voulez juste comprendre, mais après, c'est pratique dans la vraie vie. Vous allez le faire. Quand vous allez avoir besoin, vous allez demander et tout. Donc facilement, vous pouvez le faire. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir pour aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup. Merci. Si vous avez maintenant des questions, elles sont les bienvenues. C'est toujours lent, en fait, en vrai. Ça ne peut pas être facile, mais voilà, on essaie de faire rapidement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut insister dessus. Voilà. Y a-t-il des questions? Elles sont les bienvenues. Ok. Oui, oui, Zena. Et bonsoir, monsieur Georges, bonsoir tout le monde. Alors, ma question s'oriente sur c'est vrai que vous avez, enfin, c'est passé il y a beaucoup de temps. C'était un des éléments que vous avez mentionné il y a beaucoup de minutes en intérieur.
le text field, je pense, si je ne me trompe pas. Mhm, Ok, donc ma question, c'était justement, parce que quand vous avez abordé cette partie, c'était une des propriétés qui nous permettait de pouvoir déclarer, on va dire, des champs ayant des types bien précis, tels que email, password, etc. Et donc, ma mhm. question, c'est que lorsque on déclare ces types-là, est-ce que après on met des contrôles ou bien automatiquement, par exemple, lorsqu'on déclare un texte field de type email, c'est lui-même qui gère derrière le fait que va rentrer dans ce champ juste des textes de format email. Ou bien après avoir déclaré ça, on doit encore donner ces instructions-là. C'était un peu la question que j'avais. Ok, c'est-à-dire que je n'ai pas insisté dessus, mais ce que tu as posé ici, c'est ce qu'on a répondu en faisant les deux types des formulaires. Donc, premièrement, c'est pas les textes fields qui choisit quel type va entrer chez lui. Non, il peut introduire n'importe quel type, ce sera dynamique. C'est la première chose que tu donnes tout d'abord. Ça sera d'abord dynamique, ça c'est par défaut. Mais maintenant, si tu veux introduire quelque chose de plus direct que tu aimerais que ça soit, par exemple, ici sous c'est là. Ah, laisse-moi commenter ça. Wait, wait, wait. Commenter ça. On va supprimer ceci. Je vais revenir sur mon padding ici. Je vais mettre boré. Oh, je n'ai pas de commenter ceci. Donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi? Donc, imaginez que vous voulez faire ce machin truc ici et que, voilà, vous voulez savoir si jamais ça s'est défini seul ou pas. Non, ça ne se définit pas seul. C'est toi-même qui vas créer justement des champs, des textes. Laisse-moi sur ça d'abord. Donc, ce chat ici, il ne connaît pas qu'il est censé prendre des emails. Non. Les widgets, non. Mais c'est toi qui va spécifier ça. Déjà, d'abord, tu commences par déclarer tes propres contrôleurs. Tu vois? Une fois que tu regardes ici, email controller, c'est un texte edit control. Password controller, c'est un texte edit control. Donc, ils n'ont pas une différence. Il n'y a pas email controller, il n'y a pas. Non. Ça sont les noms des variables juste. Mais la différence vient se faire ici au niveau où, par exemple, tu peux dire les keyboards. Tu vois? Les keyboards sont de type email, par exemple. C'est une première différence qui sort. Il y a une autre différence qui vient ici, par exemple, pour les textes fields. Il y a la partie obscure. Ce qui vient donner aussi une différence, ça veut dire, c'est obscur, donc c'est un texte. C'est un password. À part cela, maintenant, si tu veux beaucoup plus de management, c'est là où tu entres maintenant dans les form validation. Dans les form validation, maintenant, il se regarde, on a dit ici, il faut que ça soit pas vide. Il faut que ça contienne au moins arrobase. OK? Par exemple, imaginez que tu voulais que ça puisse aussi être une application qui entre uniquement pour ceux qui seront sur les domaines, par exemple, Flada, OK? Les domaines Flada, Fire, Sama, ouais, Africa. Donc, si ton mail n'est pas sur ça, si ton mail n'est pas du domaine Fire Sama Africa, donc ça va te dire email non autorisé. Donc, c'est avec celui-ci que vous venez faire maintenant certaines conditions, s'il faut dire comme ça, qui viennent maintenant donner vie, comme je pense que c'est pas ce que tu as voulu demander. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, ça veut dire avec ça maintenant, ça veut dire, une fois que quelqu'un va taper ici et mettre qui n'est pas ça, ça va lui dire non. Donc, c'est juste ça. Voilà. Merci. Y a une autre question? Ou on est super fatigué? Ouais, c'est normal. La programmation, c'est pas fait pour que les cerveaux restent pendant longtemps. Mais c'est très, très, très important aujourd'hui. Bon, je dirais que avec ce que les IA nous font, c'est pas cool. On doit beaucoup travailler au cerveau, sinon on peut devenir des parasites. Ok, il n'y aura pas d'autres questions? Ok.
Merci beaucoup. Merci pour la soirée. Merci pour avoir été avec nous. On a vu deux modules et là, on a fini avec le deuxième module, qui est le septième module du cours. Et donc, le vendredi prochain, vous allez finir avec les navigations. Et avec les navigations, ça sera justement la fin de notre programme du premier mois. Et donc, ça sera le module 8. Si vous n'avez pas encore atteint les modules 8, alors ça, c'est pas du tout cool pour vous. Donc, on se capte le vendredi prochain. Et donc, merci beaucoup.